Rendez-vous sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde pour ce 5e patrimoine online. On a rencontré Jérôme Rizac, le président de L&A Finance. En studio, Jean-Philippe Mas fait son retour. Il a interrogé Fabien Léonard, responsable ISR de Mirova, sur son fonds Insertion Emploi Dynamique. Et enfin, Jean-François Tardiveau a rencontré Philippe Feuille, le président de la compagnie CGP, avec une question cash: à quoi sert une énième association aujourd'hui? Patrimoine Online, émission 5, c'est parti. Bonjour Jérôme. Bonjour Gaëtan. Merci de nous accueillir chez vous, dans vos très beaux locaux, à côté des Champs-Élysées quand même, il faut quand même le préciser. Vous êtes président de L&A Finance. L&A Finance, donc c'est qui? C'est quoi? C'est combien de clients? C'est quelles expertises? Dites-nous tout. Alors donc c'est un cabinet que j'ai fondé il y a 20 ans, on va fêter nos 20 ans cette année. Ah bah joyeux anniversaire décidément, on a plein de CGP qui fêtent des anniversaires dans l'émission. Exactement, une belle date, deux décennies, l'âge de la majorité pour nous. Voilà, un cabinet généraliste, on a beaucoup grandi, on était 2 au départ, on est quasiment 80 aujourd'hui, un peu plus d'une cinquantaine de conseillers en gestion de patrimoine. Cabinet généraliste, notre vocation première a été de vouloir démocratiser la gestion de fortune, donc rendre accessibles des outils qui n'étaient pas accessibles. Donc voilà, c'est notre mission depuis une vingtaine d'années, tout se passe bien. C'est combien donc court à peu près, combien de clients aujourd'hui? Alors à peu près 1,6 milliard, 1,7 milliard et à peu près 8 000 familles suivies. Vous êtes également président du groupe Reign, ça c'est votre actualité, c'est un groupe que vous avez créé fin 2023. Exactement, milieu 2023. Voilà, on a compris que dans ce métier, il fallait grandir, il fallait s'organiser, il fallait mettre beaucoup de moyens pour continuer à exister, des moyens juridiques, des moyens digitaux, d'autres moyens. Et en se regroupant à plusieurs, en mutualisant un certain nombre de services et d'outils, on a fini par grandir et a donc créé ce groupe Reign en 2023, appuyé par un financement du groupe Tikeo. Et bien justement, on va parler de moyens de financement des cabinets des CGP. On passe à la première rubrique, les 3 actus. Jérôme, justement, vous aviez carte blanche pour choisir les 3 actus du mois qui vous ont semblé les plus importantes. Et donc, on parlait de financement. Et c'est justement le thème de la première actu que vous avez choisi. C'est Goldman Sachs Private Equity qui rentre chez Cristal. Ouais, c'est vraiment une super actu pour l'ensemble du marché, pour Cristal bien évidemment, et on les félicite, mais quasiment 1 milliard de valorisation. C'est très bien pour le marché parce que Goldman Sachs, c'est un grand nom, c'est le Graal dans notre monde de la finance. Donc ça va tirer le marché vers le haut, ça va nous obliger à être encore tous meilleurs. Ça donne aussi du sens à tout ce qu'on fait. Et là, je parle en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, ça va valoriser aussi nos affaires. Parce qu'on voit qu'il y a de l'appétit, il y avait 3 acheteurs qui étaient positionnés, 3 candidats acheteurs qui étaient positionnés sur cette opération, et puis ça fait suite à déjà d'autres grosses opérations XXL qu'on a pu voir passer ces derniers mois et dont on a parlé dans le Patrimoine Online. C'est ça, c'est ça. Après, ça appelle aussi à réflexion, ça va peut-être dénaturer, on va dire, le métier et l'ADN de ce métier que je défends moi depuis une vingtaine d'années. Alors dans quel sens justement? C'est un métier d'artisan au départ, les conseillers en gestion de patrimoine. Nécessairement, quand on grandit, quand on grossit, qu'on fait rentrer des grandes banques, donc des industriels de ce métier, on va perdre un peu en savoir-faire, on va perdre un peu de ce côté artisanal. Ouais. Et moi, c'est ce que je veux défendre avec notre modèle, avec le groupe Reign, c'est de prendre le meilleur des 2 mondes. Il y a quelques mois, on était à Strasbourg en début d'année pour les cercles de la GFI. J'animais justement une table ronde sur ce sujet avec plusieurs conseillères et conseillers indépendants. Et tous me disaient qu'effectivement, ils avaient un peu peur que le métier change, et certains qui me disaient nous, on a quitté le monde bancaire pour se mettre indépendant, et puis finalement, on voit un retour des banques, des gros institutionnels financiers, des fonds venir sur le marché de la gestion de patrimoine. C'est une boucle sans fin. C'est une boucle sans fin. Il y aura toujours de la place pour tout le monde, et les tout petits que nous avons été il y a longtemps sont là pour apporter, nous tirer, renouveler, voilà, faire bouger les choses. Ouais. Donc non, aucune inquiétude pour ce monde-là, ce métier-là qui tend aussi, par l'arrivée de Goldman Sachs, à s'institutionnaliser. Il n'est pas facile ce mot. Hein. Il est compliqué. Pour la deuxième actu, Jérôme, je prends mes notes parce que là, il y a des chiffres. La deuxième actu, c'est les fonds immobiliers. Grosse actu. La SPIM et l'IEIF ont sorti leur bilan du premier trimestre. Et alors là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et je crois que vous n'êtes pas tout à fait raccord avec tout ce qui a pu être dit. Je rappelle les chiffres. Collecte du premier trimestre, 765 millions d'euros, ça c'est pour les SCPI. C'est en baisse de 70% par rapport au premier trimestre 2023. Les demandes de retrait, elles commencent à se calmer. On est passé de 1,3 milliard d'euros fin d'année dernière à 625 millions d'euros aujourd'hui. C'est plutôt pas mal, ça se calme. Par contre, il y a toujours 2,4 milliards d'euros de parts en attente de retrait. Et ça, pour le coup, c'est en hausse.
Jérôme Ruzac, sur CSCPI. Alors, sur l'immobilier, comme tous les sujets d'investissement qu'on conseille, c'est des métiers de cycle et on arrivait nécessairement en 2023 à la fin d'un cycle. Donc, tout ce qu'on vit, c'est la fin de ce cycle. Il était visible, cette fin de cycle était attendue, elle était visible. Donc, il y avait des moyens d'anticiper tout ça et de diversifier pour les clients. Nous, on n'a pas été surpris. J'espère que les acteurs qui ont subi un peu cette fin de cycle n'ont pas été surpris. Certains ont l'air d'avoir été surpris par tout cela. Il y en a beaucoup qui ont l'air surpris. Mais en tout cas, voilà, ce réajustement des prix, ce réajustement de certains opérateurs ouvre un monde d'opportunités. Maintenant, on est sans doute parti pour les 20 ou les 30 prochaines années en immobilier. Et c'est un moment idéal pour se repositionner et refaire de bonnes affaires pour nos clients. Il y a un article qu'on a écrit sur le sujet qui titrait L'hémorragie des SCPI continue. C'est un titre qui a beaucoup fait parler. Je rigole parce que c'est moi qui l'ai écrit, alors je me permets. Juste sur ce terme et plus globalement sur la façon dont les médias, les clients, les investisseurs parle du sujet. Est-ce que vous pensez qu'il y a une euphorie? Est-ce qu'il y en a un peu trop qui est fait sur ce sujet des collègues des SCPI? Nécessairement, l'investissement a besoin de confiance et quand on est en crise de confiance, voire même de défiance, les gens paniquent, les gens ne réagissent pas comme ils devraient réagir. L'immobilier, c'est des investissements de long terme. Donc, si tout le monde crie au loup, les gens ont peur, ils veulent sortir alors que, par définition, revendre un immeuble, ça ne se revend pas comme une action, comme d'autres sujets. Donc, voilà, ça crée des embouteillages. Là, on est dans une phase d'illiquidité pour un certain nombre de SCPI. C'est un vrai sujet qu'il va falloir traiter. Ouais. Mais cette crise avait commencé avant même justement qu'on commence à écrire dessus, avant même que les MF s'en mêlent finalement, parce que déjà les gros porteurs, les gros investisseurs commençaient à partir. Non mais la liquidité ou l'illiquidité des SCPI, c'est un sujet que personne ne découvre. Déjà dans les années 90, il y avait des problèmes d'illiquidité, d'où le surnom de pierre papier de la SCPI. Ça avait été réglé, les gens l'ont oublié. Le cycle a masqué un peu des choses. Les 10 années précédentes, il n'y avait pas tellement de choix. Seul l'immobilier globalement et les SCPI apportaient du rendement là où il n'y en avait plus nulle part. Donc voilà, il fallait s'attendre à ce retournement, mais il fallait diversifier. Il fallait anticiper. Il fallait mesurer ces risques. Également. Alors justement, il y en a un qui fait son grand retour, c'est le fonds euro et c'est le choix de votre troisième actu. C'est fou parce que de manière globale, l'assurance vie, mais surtout le fonds euro, certains l'avaient enterré il y a 2-3 ans parce que c'était plus rentable, c'était voire même plus risqué que d'autres choses. Et aujourd'hui, avec la remontée très forte des taux, on arrive à voir des fonds euros qui délivrent du 4 voire du 5% quand c'est sponsorisé par des assureurs. Et donc ça a remis en équilibre un certain nombre de choses. Après, ça vient aussi contrebalancer les offres des banques et des comptes à terme qui apportent du 4% globalement. Ça vient un peu rejouer la concurrence. Alors juste, je rappelle quelques chiffres. 800 millions d'euros, c'est la collecte du fonds euro en mars, si je ne me trompe pas. Et c'est la première fois que cette collecte repasse dans le positif depuis fin 2021. Alors ce qui est un peu bête, c'est qu'on a vu ces dernières années tout un tas de sociétés de gestion, c'est tout un tas de fonds datés justement pour venir un peu compenser. Et puis là, finalement, le fonds euro revient en grâce dans les grâces des investisseurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un rééquilibrage? Finalement, il faut ressortir des fonds obliques pour retourner vers les fonds euros ou... Il faut repenser sa manière de diversifier les clients. Là, on est dans un momentum qui est assez génial, clairement, où quasiment tout le marché amène du rendement, pas les mêmes niveaux de risque et pas le même timing. Donc, c'est un très bon moment pour rééquilibrer, se rediversifier, pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Il ne faut pas courir de martingale en martingale. Ce n'est pas comme ça qu'on s'organise. Il faut être stratégique et vraiment viser le moyen, voire le long terme. Donc, oui, les fonds datés, il y a une réflexion à avoir, mais pas complètement sortir pour aller sur des marchés actions qui sont haussiers, mais qui pourraient être aussi… c'est ça, justement, quand on regarde par exemple le CAC 40, on voit que les valorisations sont très élevées, peut-être trop. Est-ce que vous craignez, vous aussi, qu'il y ait un effet… On pourrait être à 4000, le CAC 40 est à 8000 aujourd'hui, un peu plus. On pourrait être à 4000 dans un an, mais on pourrait être aussi à 16 000. Donc, c'est difficile aujourd'hui d'anticiper. C'est très difficile. Donc, il faut aller… Il y a beaucoup de choses très intéressantes. On pourrait parler de private equity, on pourrait parler de fonds datés, on pourrait parler de tellement de choses. Mais le fonds en euros, ça permet aussi à des gens qui avaient peur de revenir sur les marchés actions parce que depuis le Covid, les gens ne savaient plus à quelle sauce on allait être mangé, de revenir, de se réinstaller dans des supports financiers et puis après de jouer sur un jeu de diversification. Et ben c'est tout pour vos 3 actus. Merci Jérôme Ruzac. Il y en a un autre qui fait son grand retour dans l'émission, c'est Jean-Philippe Mas, notre journaliste spécialisé en gestion d'actifs. Le mois dernier, je lui avais pris le micro pour parler immobilier. Ce mois-ci, il revient pour parler actions internationales avec le gérant du fonds Insertion Emploi Dynamique de Mirova. On les écoute et on revient. Bonjour Fabien Léonard. Bonjour. Vous êtes gérant chez Mirova, notamment en charge du fonds Mirova Insertion Emploi Dynamique. Je vais vous présenter le concept de cette émission. Donc, je vais projeter des photos sur cet écran et je vais vous poser quelques questions et je vais vous demander d'y répondre. Première question, est-ce que vous pouvez me présenter le fonds Mirova Insertion Emploi Dynamique ?
Alors en quelques mots, c'est le grand fonds, le navire amiral des fonds à impact social de Mirova. C'est un fonds très ancien qui a été lancé il y a 30 ans, en 1994, et qui apporte pour les épargnants une solution pour essayer de concilier la performance financière avec un impact social qu'on va mesurer, qui est très exigeant et qui vient, cet impact social, en plus de l'exigence ESG de Mirova. Comment se passe la sélection des valeurs? Alors, pour la sélection des valeurs, déjà, petite précision, il y a 2 parties dans ce fonds qui sont très différentes, mais très complémentaires. Donc la sélection des valeurs, c'est sur la partie cotée du fonds, actions cotées, 90% du fonds en permanence. Et là-dessus, on va, à partir de l'univers d'investissement de Mirova, donc avec ses critères ESG très durs et très exigeants, article 9, on va sélectionner des sociétés qui passent ces filtres ESG et qui ont la perspective de créer des emplois nets en France dans les 3 prochaines années. Pourquoi est-ce qu'on fait ça dans ce fonds? C'est parce que la partie accessoire du portefeuille, donc 5% minimum et 10% maximum, ce sont des financements solidaires. Et là, l'idée, c'est avec l'argent qui nous est confié, c'est de financer des projets à très fort impact social, des associations, des entreprises d'insertion, des entreprises pour les personnes en situation de handicap, et également, là encore, de leur donner un accès à l'emploi. Qu'est-ce qui vous distingue des autres fonds cotés liés à l'emploi? Alors, la première chose, c'est que c'est le plus ancien fonds. Évidemment, il a 30 ans et on a été très seul sur cette petite partie du marché pendant très longtemps. Il est vrai que depuis quelques années, notamment depuis la loi Pacte, on commence à avoir des concurrents. Alors, ce qui nous caractérise, c'est donc l'antériorité, 30 ans, la taille du fonds. C'est un fonds qui fait plus de 1,1 milliard d'encours aujourd'hui. Et puis, ce qui nous rend très particulier, c'est la partie solidaire dont je viens de parler rapidement. Donc, ces financements non cotés qui apportent cet impact social très fort pour les plus fragiles. Et une chose importante, ça fait 30 ans depuis l'origine que nous travaillons en partenariat avec France Active, qui est le partenaire, le co-créateur de ce fonds il y a 30 ans. Pensez-vous que le contexte actuel peut profiter au fonds, notamment sur la performance? Alors, c'est un fonds qui, de par son approche, a un process, on va dire, dur et surtout qui est très rigide et qui fait que nous avons des biais importants. Alors, les biais, depuis qu'on applique ce process qui a été appliqué en fait depuis 2014, depuis que le fonds a été récupéré par Mirova. Auparavant, il était géré par Natixis Asset Management. Donc, les biais, c'est Action française, on parle sur la poche cotée. Surpondération Action France. Croissance qualité, les entreprises qui créent de l'emploi sur longue période, ce sont des sociétés qui vont bien, qui sont en croissance, mais qui se payent cher. Donc en termes de les contextes dans lesquels ce fonds marche très bien en relatif, c'est évidemment les contextes où les taux sont bas ou sont en baisse avec les styles qualité-croissance qui marchent fort. Et puis on a un troisième biais un petit peu par construction, c'est pas mal de petites et moyennes sociétés cotées sur lesquelles on a des croissances d'effectifs très fortes. Je vous rappelle qu'on cherche des sociétés qui créent de l'emploi, mais qui, notamment en 2022 ou même en 2024, ont des années très compliquées. Donc évidemment, il y a des configurations de marché où le fonds marche très bien et d'autres où il est vraiment loin des indices de référence. Mais attention, les indices de référence auxquels on compare ce type de fonds, ce sont des indices qui ont très peu de création d'emplois par rapport à ce que nous faisons, qui en termes ESG n'ont pas du tout la même exigence. Plus de la moitié de l'univers d'investissement est finalement, avec notre process ESG, est non éligible pour nous, notamment tout ce qui est de très carboné, toutes les sociétés qui se comportent mal ne peuvent pas rentrer dans le fonds, alors que c'est dans les indices. Et puis, dernier élément, ce fonds à impact social a également une très bonne trajectoire carbone, puisqu'il est dans la trajectoire moins de 2 degrés de réchauffement climatique que recommande le GIEC, et ce n'est pas du tout le cas des indices de référence. Donc, ce fonds a beaucoup de biais. C'est des biais qui sont par construction, et donc on est peu agile, mais attention à faire attention à l'indicateur de référence qu'on colle à ce type de fonds qui n'a pas du tout la même exigence. Quel bilan vous faites après 30 ans de gestion de ce fonds? Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant 20 ans, donc c'est pas moi qui gérais ce fonds pendant les 20 premières années, mais c'est un fonds qui était commercialisé chez les institutionnels français et qui était finalement assez peu commercialisé. Quand il est arrivé chez Mirova, il faisait 250 millions d'encours, 100% d'instit français. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose avec ce fonds. Pour faire quelque chose, on a changé le process, on a mis en place le process très exigeant sur la création d'emplois recherchés sur la poche cotée, tout en gardant France Active et notre approche solidaire. Et on s'est dit que,
en étant exigeant, en ouvrant également un petit peu de la zone euro à la zone Europe ce portefeuille, on pouvait aller trouver des clients qui sont convaincus que leur épargne peut servir à quelque chose, peut s'ancrer dans l'économie réelle. Et quand on parle d'emploi, c'est l'économie réelle. Ce n'est pas des produits dérivés sur l'île de Man. Moi, je peux prouver à nos épargnants que l'argent qu'ils ont mis dans ce fonds sur 10 ans a contribué à une progression des effectifs de plus de 40% pour le portefeuille, là où c'est 4% pour le CAC 40. Depuis 2014, c'est vraiment très important. Et donc, on était convaincus qu'on allait trouver des clients. Aujourd'hui, le fonds, je l'ai dit, fait plus de 1,1 milliard d'encours. Donc, on a beaucoup développé la collecte auprès des particuliers, alors qu'il n'y avait que des institutionnels. Auprès de l'épargne salariale. Maintenant, on a une déclinaison en épargne salariale qui a beaucoup de succès. Et on est très fiers que finalement ce fonds qui était un peu caché dans la gamme de Mirova en 2014 est devenu un des fonds phares de Mirova sur l'emploi, au même titre qu'on a des fonds phares sur l'environnement. Merci Fabien Léonard. Merci à vous. Alors Jérôme, vous, c'est fonds thématiques qui ont en même temps une grosse part d'investissement responsable dedans. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vraiment intéressant parce qu'on a fini par réconcilier finalement la grande finance, on parlait de Goldman Sachs il y a quelques instants, avec finalement les investisseurs, les particuliers qui ont quand même des envies et des objectifs. Et d'ailleurs, le renouveau du label ISR en début d'année, là je crois début mars, a permis de remettre tout ça à plat. Je crois que c'est un sujet qui est très important. Pendant des années, ces fonds-là étaient un peu des fonds qu'on appelait cosmétiques ou marketing. Voilà, ils tablaient sur des critères et financiers et extra-financiers, mais la réalité, c'est que les critères financiers n'étaient pas là, le rendement n'était pas là. Aujourd'hui, il y a un vrai nombre, il y a une vraie offre sur ces fonds. Et il y a une réglementation qui est de plus en plus sévère et surtout claire sur ce qu'est un fonds responsable. En fait, sévère, non, je ne crois pas. Je crois qu'on est arrivé à un moment de maturité où au départ, il fallait créer un label, il fallait embarquer un certain nombre d'asset managers, un certain nombre de particuliers, un certain nombre de conseillers comme nous. Pour lancer une dynamique. Exactement, lancer la dynamique. Maintenant que tout ça est bien compris, bien maîtrisé et que, comme je dis, l'offre est vraiment intéressante, voilà, on a resserré, on a éliminé, voilà, il y avait des sujets, je ne vais pas donner des noms d'entreprises, mais il y avait des entreprises qui avaient sans doute pas grand-chose à faire dans ces sujets, en tout cas dans ces labels-là. Aujourd'hui, voilà, on a une meilleure clairvoyance de ces sujets, ça tire les sujets sociétaux vers le haut et ça amène du rendement, donc les particuliers s'y retrouvent vraiment. Décidément, c'est l'émission des retours, puisque Jean-François Tardivaux fait lui aussi son retour dans l'émission, ça faisait 2 mois qu'on ne l'avait pas revu. Il devait être en déplacement, mais finalement, si vous êtes à Paris, vous savez que la météo n'est pas trop avec nous cette dernière semaine, donc il était en studio avec Philippe Feuille, le président de la compagnie des CGP. Il lui a posé une question très cash. À quoi sert une énième petite association de CGP? On les écoute et on revient. Bonjour, Anacofi, CNCGP, CNCEF, la compagnie des CGP. Les associations de conseillers en gestion de patrimoine sont nombreuses et de tailles très différentes. Alors qu'elles bataillent dur pour défendre les intérêts de leurs adhérents, quel intérêt ces derniers ont-ils d'aller rejoindre une petite association? En d'autres termes, y a-t-il une place pour Small is Beautiful? C'est ce que je vous propose de découvrir en allant à la rencontre de Philippe Feuille, président de la compagnie des CGP. A tout de suite. Philippe Feuille, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors nous devions en fait tourner en extérieur, mais le temps en a décidé autrement, ce qui fait que je vous accueille dans le studio de l'AGFI avec grand plaisir. Vous êtes président de la compagnie des CGP et ma première question est simple. Pour quelles raisons peuvent conduire les conseillers en gestion de patrimoine à rejoindre une petite association en fait? Que peuvent-ils en attendre réellement? Alors les raisons, elles sont nombreuses. Les raisons, c'est d'abord l'esprit d'équipe. Une petite association, effectivement, permet de pouvoir s'occuper, et quand je dis petite, ce n'est pas péjoratif bien sûr, de s'occuper au mieux et accompagner les adhérents. Donc il y a un esprit d'équipe, il y a un esprit de dimension humaine qui est important. Et donc ça, c'est la compagnie des CGP. Et ça marche très bien, puisqu'on voit qu'autour de nous, beaucoup de gens se proposent pour venir épauler, pour apporter une certaine synergie, je dirais, interadhérents, puisque chacun a des rôles bien précis, puisqu'il y a plusieurs associations à l'intérieur de la compagnie CGP. Il y a la fédération, la compagnie CIF, qui est la plus ancienne des associations chez nous, et puis la compagnie IAS, la compagnie OBSP, la compagnie IMO, et une société de formation qui vient effectivement continuer à fédérer l'ensemble des adhérents. Alors,
Toute chose égale par ailleurs, quand on disait petite association, est-ce que vous pouvez me rappeler le nombre d'adhérents que vous avez au total? Écoutez, nous sommes plus de 3000 adhérents aujourd'hui, sachant que nous revenons de très loin, puisque nous étions une toute petite association. On était un peu plus de 300 à peine il y a quelques temps de ça. Donc la réforme du courtage, effectivement, y a contribué beaucoup, mais c'est également le développement des équipes, puisque ce qui fait sa force aussi, c'est la proximité des équipes du siège. C'est-à-dire que nous avons mis en place un système de numérique informatique qui permet de créer un pont entre, d'un côté, les adhérents, la société de formation et les différentes associations, et donc qui permet effectivement d'amener une valeur ajoutée, parce que souvent ce métier, en tant qu'indépendant, nous sommes seuls. Et nous avons besoin d'être accompagnés. Et l'ensemble des équipes du siège sont tous des professionnels issus du terrain et sont capables de comprendre et d'apporter très rapidement la réactivité nécessaire. Et c'est ça aussi la force d'une petite association qui est là pour écouter, apporter les solutions nécessaires et défendre bien évidemment ses adhérents. D'accord, alors justement sur ce sujet, votre force de frappe, votre capacité à faire du lobbying auprès des pouvoirs publics, de Bruxelles notamment, est-ce qu'ils sont comparables à celles des grandes associations concurrentes, on va dire? Alors, déjà, il y a une certaine proximité avec les autres associations qui permet effectivement de pouvoir échanger. L'union fait la force. L'union fait la force, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, oui, effectivement, nous faisons du lobbying. Alors, je ne vous cache pas que ce lobbying n'existe pas depuis des années, puisqu'on vient de loin, donc il fallait que nous atteignions une certaine taille de nombre d'adhérents. Ce lobbying se pratique, mais je pense qu'avant de parler aussi peut-être que de l'Europe, il est quand même bon aussi de parler de la France. Et la France a effectivement besoin, et notamment nos politiques, avec qui j'ai l'occasion d'échanger, députés, sénateurs et autres, d'entendre parler de la plus grande entreprise de France. Parce que pour moi, la plus grande entreprise de France, c'est qui? Les TPE, les PME, les artisans, les indépendants et les commerçants. Et ça, je pense que nos politiques ont besoin de l'entendre. Alors, je ne suis pas contre les groupements, parce que parfois, on m'accorde des propos qui sont un peu déformés. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il ne faut pas oublier que les indépendants que nous sommes ont aussi un rôle social, économique et pédagogique, puisque nous sommes dans l'ère environnementale et dans tout ce qui peut apporter, je dirais, une certaine pédagogie économique à nos concitoyens, eh bien, c'est notre disponibilité d'indépendants qui permet justement de pouvoir accompagner au mieux les clients. Et puis, votre avis d'expert, Philippe, est-ce qu'il faut se féliciter finalement du nombre d'associations, parce qu'elles sont nombreuses, de conseillers en gestion de patrimoine, ou au contraire, est-ce que leur nombre serait un handicap pour la profession? Votre avis sur le sujet? Mon avis, il est très clair. Plus il y a de diversification, plus c'est riche. On a besoin d'écouter aussi les petits, et c'est toujours pas péjoratif ce que je dis, parce que ce sont eux qui sont proches des clients. Et il y a une réglementation très importante qui a évolué également, des formations très importantes qui continuent à évoluer, et c'est là où le fait d'être petit, on prend le temps. Vous savez, je fais le tour de France régulièrement, et je fais des séminaires, et j'écoute. Pendant 2 jours, chaque séminaire, j'écoute les adhérents, leurs attentes, leurs besoins. Et j'essaie de les faire se connaître entre eux, parce que comme nous sommes tous indépendants sur toute la France, on ne se connaît pas forcément. Ben, je peux vous assurer que le soir, très tard, les gens continuent à travailler, à échanger, à se donner des réflexes professionnels, etc. C'est ça qui est riche. Quand on est dans un groupe très important, on est un petit peu noyé dans la masse. Et là encore, cet ADN humain que nous avons fait encore la différence. Et ça, c'est une force qui est incontestable. Philippe Feuille, en tant qu'animateur de la communauté, merci beaucoup, et puis je vous dis à très bientôt. Merci Jean-François. Alors Jérôme, je vous pose la même question cash, réponse cash, vous m'avez promis. À quoi sert selon vous une énième association de CGP? Alors sans me mettre à dos tous mes camarades, je pense à rien. Je pense que le vrai combat, ce serait de faire comme nos amis experts comptables, comme nos amis avocats, nos amis médecins, c'est de créer un espèce d'ordre où on serait tous unis. Et à l'intérieur, il pourrait y avoir différentes tendances, l'ANACOFI, la CNCGP,
CGP ou la compagnie des CGP et d'autres pour représenter différents courants ou différents axes de réflexion. Mais s'il n'y a pas d'union, il n'y aura pas de force, on ne sera pas un groupe de représentation et de pression, que ce soit auprès des instances françaises, voire même européennes demain. Et à chaque fois qu'on se divise, eh bien, nécessairement on perd de force dans nos combats à mener. Et justement, quel a été votre critère, vous, en tant que conseiller, pour choisir une association? C'était un peu le non-choix. Nous, on a créé la structure en 2004. On a été un des tout premiers CIF en France et de mémoire, il n'y avait que l'ANACOFI. Il n'y avait qu'un seul mot, ouais. Après, on aurait pu changer. Ça s'est toujours très bien passé. On s'entend très bien avec l'ANACOFI. Ils nous contrôlent fréquemment au regard de notre taille aujourd'hui, que ce soit nous en tant que structure ou nos différents conseillers. Voilà, on a de très bonnes relations, notamment avec le président. Je précise que l'émission n'est pas sponsorisée par l'ANACOFI. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. À très bientôt. Au revoir. Et forcément, c'est sur les Champs-Élysées que l'on se quitte également. On ne pouvait pas résister. Côté événement, le 18 juin prochain, on retrouve les Grands Prix des jeunes diplômés et le 20 juin, le Forum Private Assets. Pour suivre toute l'actu de la gestion de patrimoine, ça se passe sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Patrimoine Online.